Il est fondateur de Polémia, il est cofondateur de l'Institut Iliade, c'est un de nos plus éminents formateurs. Vous pourrez le retrouver tout à l'heure en dédicace pour la réédition d'Européens d'abord avec le bandeau ni Bruxelles ni Lampedusa. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Yves Le Gallou. Je vais vous faire une confidence. Je vais vous raconter à quoi Romain et moi, nous avons passé cette semaine. Cette semaine, toutes les 3 heures, en alternance, nous allions sur le site de la préfecture de police pour vérifier qu'il n'y avait pas d'arrêté d'interdiction de notre colloque. Il n'y a pas eu d'interdiction de notre colloque, et c'est heureux. Mais le simple fait que la question ait pu se poser, que le simple fait qu'un colloque intellectuel comme celui-ci, on ait pu envisager, et la question a sûrement été posée au niveau des autorités, soit interdit, montre l'ampleur des menaces qui pèsent sur les libertés françaises et les libertés européennes aujourd'hui. Cette interdiction potentielle est à mettre en perspective avec la vague d'interdictions bien réelles de manifestations, la vague de dissolution, la vague de détentions arbitraires qui ont eu lieu au cours de la dernière année. C'est aussi à mettre en perspective avec 3 propositions de loi en cours de discussion au Parlement. Enfin, quand je dis en cours de discussion, j'exagère puisqu'on s'achemine vers des votes à l'unanimité. Je vais vous les énumérer rapidement et puis nous rappellerons ce que sont les libertés européennes et en quoi elles peuvent nous inspirer aujourd'hui. D'abord, il y a un premier projet de loi qui vise à compléter la loi Pleven par la discrimination capillaire. Je dois dire que ça me sidère un petit peu, puisqu'il y a 4 ans, j'avais prévu d'organiser le 1er avril 2020, malheureusement ça a été interdit en raison du Covid, une manifestation précisément contre la discrimination capillaire. Mais ce qui était un 1er avril il y a 4 ans est une proposition de loi votée en première instance aujourd'hui. Alors, ça vise davantage à protéger les jeunes rastas noirs que les vieux hommes blancs chauves. Mais enfin, l'esprit des lois est là. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est un nouveau dispositif qui crée un délit d'outrage en ligne pour tout ce qui porte atteinte à la dignité d'une personne et présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou crée une situation intimidante, hostile ou offensante, c'est-à-dire une définition extrêmement large de ce nouveau délit pénal. Et puis, il y a le sommet, déjà voté en première instance à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, c'est la création d'un délit d'opinion privée, la correctionnalisation des propos privés, c'est-à-dire l'extension de l'ensemble du dispositif de la loi Pleven aux conversations privées entre amis, en famille, qui a été votée en première instance. C'est l'interdiction, la pénalisation, la criminalisation de la blagounette. Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on connaît cette évolution. En Écosse, J.K. Rowling, la mère d'Harry Potter, a expliqué qu'elle risquait 7 ans de prison, puisqu'elle refuse la loi faisant de la négation de la transidentité un délit. En Allemagne, la présidente du Bundestag
a demandé à l'Office fédéral de protection de la Constitution, la police politique, de contrôler le choix de leurs assistants par les parlementaires de l'AfD. Ce qui est la négation de la démocratie représentative. Dans le même temps, on enquête et on a engagé 400 procédures disciplinaires contre des policiers pour délit d'opinion. Je pourrais citer la Pologne, où on prévoit une loi contre les discours de haine sur le LGBTQXYZ. 3 ans de prison ferme. Je pourrais citer la Belgique, les Pays-Bas. Partout en Europe, c'est la nuit qui tombe sur les libertés. Alors, comment on appelle un régime où la liberté d'expression est réprimée? Comment on appelle un régime où des interdits professionnels sont mis en place en fonction des opinions? Comment on appelle un régime qui abolit la distinction entre le domaine privé et le domaine public? On appelle cela un régime totalitaire, ou pour reprendre l'expression de l'essayiste Mathieu Bock-Côté, un totalitarisme sans le goulag. Alors, comment faire face? Comment réagir? Eh bien, en retournant à la source des libertés européennes, à l'aube grecque de la pensée, aux discussions de l'académie, à la fondation de la rhétorique, c'est-à-dire l'organisation de la libre confrontation des opinions, au développement de la disputatio, à l'origine de l'essor de la pensée européenne. Le cœur de la pensée européenne, c'est qu'en dehors des dogmes religieux, ne peut être dit vrai que ce qui peut être librement contesté. Je précise, la proposition A peut être dit vraie si elle est confrontée à la proposition non A et qu'elle en sort victorieuse ou en tout cas reconnue. Et uniquement à cette condition. Je vais donner, au risque de choquer, un exemple concret. Je croirais personnellement à la thèse de l'origine anthropique du réchauffement climatique, le jour où, dans la dizaine de disciplines qui concernent le climat, les recherches critiques sur la thèse officielle seront financées et publiées, aussi financées et publiées que les recherches conformes à la doxa. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un chercheur américain qui a publié un article dans la revue Science a dit « Je n'ai pu le publier que parce que j'ai biaisé les résultats ». Et donc, en l'état actuel, on ne peut pas dire que la thèse du réchauffement d'origine anthropique et scientifique, ce n'est pas davantage qu'un millénarisme, une hérésie millénariste. Et d'ailleurs, il y a dans les tuyaux la préparation d'un adjuvant à la loi Pleven visant à interdire le déni climatique. Alors, il faut retrouver les libertés académiques, retrouver les libertés universitaires, retrouver les libertés publiques. Il y a 30 ans ou 40 ans, il aurait été impensable d'avoir à tenir un tel discours, tellement ces choses-là paraissaient évidentes. Alors continuons notre retour aux sources et revenons à la distinction entre le public et le privé. Le dictateur romain Sylla, précurseur d'Auguste, avait fait adopter une loi, une lex Cornelia, qui réprimait les violences et les injures au domicile. Mais il avait exclu des poursuites les membres de la famille et les proches parce que l'État n'avait pas à rentrer dans le privé, l'État n'avait pas à rentrer dans la maisonnée.
Et cette loi, qui inspire beaucoup d'autres lois successives aux différentes époques de l'histoire, elle a introduit, elle a fondé une distinction essentielle entre le domaine public et le domaine privé. Il ne faut pas faire entrer l'État dans l'espace privé, comme il est en train d'y entrer par la loi que j'ai évoquée de criminalisation des propos privés, comme il y entre aussi par l'intermédiaire de toute une série de réglementations sur ce qu'on peut ou doit faire à l'intérieur de son domicile par rapport à un certain nombre de normes. Quand on accepte cela, on va dans le sens du totalitarisme. Alors, il faut libérer le domicile et les relations de domicile des contraintes de l'État. Continuons d'aller aux sources. Eh bien, les sources, c'est aussi les leçons du Moyen-Âge. Pour le grand historien Fernand Braudel, du 5e au 15e siècle, il y a un mot qui traverse toute cette période et qui traverse toute la dynamique économique et sociale. Ce mot, c'est les libertés, pas la liberté, les libertés. Liberté des corporations, liberté des terres, les alleux. Quand vous vous promenez en France, vous trouverez partout des allus, des alluets, qui renvoient à cette période d'émancipation des terres. Liberté des villes, libertés universitaires, qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Alors, cette idée de liberté, c'est une idée de liberté, au pluriel. C'est une idée très féconde pour faire face à la normalisation, au retour du jacobinisme contre les libertés locales et à la concurrence dans le domaine agricole avec les latifundia. Les réglementations sont écrites et faites par les grosses unités, les multinationales en particulier. Il faut en dispenser les petites unités. Et comme dans cette période finalement féconde, contrairement à ce qu'on a pu raconter à certaines périodes du Moyen-Âge, des libertés, l'heure est aux franchises. Franchise pour les terroirs, franchise pour les communes, franchise pour les petites et moyennes entreprises, franchise pour les écoles. Continuons d'aller aux sources avant de conclure. Aller aux sources, c'est aussi se rappeler l'histoire de la liberté de la presse. Toute la lutte du XIXe siècle, en France et dans les pays voisins, tourne autour de la lutte contre la censure, qu'on appelait anasthésie, avec ses ciseaux. Quand Polignac, ministre de Charles X, a voulu rétablir la censure par des ordonnances, il a déclenché la Révolution de Juillet contre la censure. Mais la liberté de la presse a connu encore différents avatars, sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, sous les débuts de la Troisième République, et il faut attendre la grande loi de 1881 pour fonder durablement la liberté de la presse. Son article 1, il est simple et merveilleux, et il faudrait y revenir, c'est « La presse et l'imprimerie sont libres ». C'est ce qui est resté la règle en dehors des périodes de guerre, jusqu'en 1972, où a été votée la loi Pleven, première étape d'un resserrement progressif, d'une disparition progressive des libertés, de deux manières, par l'extension du contenu de la loi Pleven en France, l'extension des incriminations, j'en ai cité quelques-unes, et par son limitation dans la quasi-totalité des pays européens, sachant que c'est l'extension permanente avec de nouveaux arguments, de nouveaux sujets de poursuite. Là aussi, il faut un choc de liberté. Aujourd'hui, l'Europe a besoin
d'un double choc, d'un choc de liberté et d'un choc d'identité. Ces deux chocs sont liés, car il n'y a pas d'identité européenne s'il n'y a pas de libertés européennes, et il n'y a pas de libertés européennes sans identité. Liberté et identité, c'est le combat central. Nous ne pouvons sauver l'un que si nous sauvons l'autre. Les deux sont liés. Nous devons retrouver les sources, les fondements des libertés européennes.